Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Si vous n'étiez pas là hier, vous avez manqué quelque chose. C'était pétillant, sémillant, c'était chaud. On a enchaîné tambour battant de nombreux rendez-vous. Tout le monde avait le sourire, heureux de se retrouver. Marie Picard, Yann Chouquet et Cyprien Sini vont venir nous retrouver. Ils sont là, Yann est ici, bienvenue. Merci de nous faire confiance Yann, on s'est vu récemment. Bonjour Marie. Et bonjour Cyprien, installez-vous confortablement parce qu'il paraît que j'ai appris quelque chose quand on fait de la radio. L'assise est fondamentale, à ce qui paraît, et de cette assise dépend le contenu et aussi surtout la qualité du contenu. Nous allons parler de la diversification éditoriale, podcast, vidéo, événements, élargir la radio au-delà des ondes. Mais si on vous avait demandé de venir et si vous avez accepté de venir aujourd'hui, c'est aussi et surtout pour saluer votre engagement, vos efforts, votre travail quotidiennement. Et on voulait vous remettre symboliquement, à tous les trois, à chacun d'entre vous, un prix. Alors c'est peut-être ce que j'appellerais la mise en bouche avant la mise en jambe. C'est peut-être pour vous caresser dans le sens du poil, pour que vous puissiez nous donner de bonnes orientations, de bonnes indications. Et l'équipe du Salon de la Radio voulait vous remettre, Yann, Marie et Monsieur Sini, Cyprien, le voici, un prix. Alors, je ne veux pas faire dans l'humour, parce que faire rire, c'est difficile, mais c'est ce que j'appellerais une sorte d'attrape-poussière. Donc, vous mettez ça sur une étagère et vous penserez donc fort probablement à nous. Donc de la part de l'équipe du Paris Radio Show, des éditions Un Chef, de la Lettre Pro de la radio, bravo pour ce que vous faites, souvent dans l'ombre, d'ailleurs, parce que je ne suis pas certain que l'auditeur qui vous écoute dans sa bagnole ou le matin en se réveillant imagine les efforts qu'on a dû produire pour donner naissance à un podcast, à un flux vidéo. Cyprien, à partir de quel moment vous prenez la décision de vous dire on va sortir du cadre de la radio et diversifier cette production et la transformer en un support autre que le simple flux premium radiophonique, celui que tout le monde connaît? Non, en fait, la liberté du podcast, c'est le temps. Par rapport à l'antenne linéaire où on a un maximum de contraintes. Donc déjà, en fonction du produit, on se dit tiens, ça c'est quelque chose qu'on a envie de poser, qu'on a envie d'installer, qui va nécessiter un peu de temps. Donc on peut décider de lancer un produit en podcast comme ça. C'est par exemple, et ce qui est important aussi dans les podcasts qu'on lance, c'est qu'ils soient, j'aime pas ce mot, evergreen, c'est-à-dire que grosso modo ils sont pas périssables ou moins périssables. Mettre un journal en podcast, par exemple, ça a peu d'intérêt puisque le lendemain il ne sert plus à rien. Courte, Exactement. Donc ça fait partie des choix. Vous arrêtez uniquement au podcast ou vous allez butiner ailleurs, les événements, la vidéo Quand on choisit d'événementialiser quelque chose, on le fait quand même beaucoup pour l'antenne. Et ensuite, le podcast, il y a le podcast purement audio et il y a le podcast vidéo qu'on est en train de développer aussi parce qu'on est obligé d'exister avec l'image. Et donc là, on est en train de monter aujourd'hui à RTL un studio spécifique pour les podcasts vidéo, justement. Avec un décor qui sort un peu des cadres classiques de la radio, classiques avec des RTL écrits partout, qui a vraiment vocation à faire que de la vidéo. Ouais. Puis vous êtes monté en puissance, vous avez musclé votre catalogue depuis quelques semaines. Il y a une offre qui gagne un peu en musculature, avec des petites séries. On a développé... petites, ça n'est pas péjoratif. On a effectivement développé des séries. En fait, on essaye d'avoir on marche sur deux pieds, c'est-à-dire qu'on a à la fois des séries qui sont donc non périssables. On a fait la grande saga Astérix, par exemple, la grande saga Barbie, des choses comme ça, plutôt culturelles. Mais on peut aussi faire des sagas qui ont une résonance avec l'actualité, mais qui restent non périssables. Exemple, Poutine, au moment où ça commence à devenir compliqué, on va faire une saga Poutine, sur la vie de Poutine. On va faire, plus récemment, au moment de l'assassinat d'Alain Orsoni, par exemple, très rapidement, on a dégaîné quelque chose sur la mafia corse, qui se dégaine sous forme de podcast, parce qu'il y a plusieurs épisodes, parce qu'il y a une écoute à la demande, mais qu'on aurait très bien pu mettre à l'antenne, et qu'on peut aussi mettre à l'antenne. Dans le choix de faire des podcasts aussi, aujourd'hui, on se dit... Est-ce que ça pourrait faire un produit linéaire également? Donc on le lance en podcast, mais ensuite on ne s'interdit pas de l'utiliser sur l'antenne. On l'a fait par exemple avec Les 1001 Vies 2, qui est une série lancée par Xavier Demoulin, où il y a des personnages inspirants qui viennent parler d'eux. Au départ c'était un podcast, et puis pendant la grille de Noël, on l'a mis tous les soirs à l'antenne pendant 1 heure. On l'a reformaté un peu, mais on a utilisé les podcasts existants. Alors votre confrère Yann Chouquet, lui, a, si vous me permettez l'expression, a porté sur les fonds baptismaux un podcast qui est décliné dans les 44 stations locales du réseau ici, ex-France Bleu, selon l'appellation nécessaire. Pourquoi vous avez choisi cette thématique liée plutôt à la découverte de proximité? Et est-ce que depuis que ce podcast a été mis en ligne,
vous avez pu juger d'éventuelles retombées, tant en termes d'audience, de commercialisation ou de notoriété. Ma question, elle est un peu générale et vaste, longue, trop longue. Non, mais je vais prendre ce qu'il me faut dedans pour ma réponse. Ce qu'on a développé avec le réseau, c'est donc une collection de podcasts autour du tourisme, des lieux à visiter, avec des essentiels, des adresses à voir, etc. Ça s'appelle Partir, cette collection. Et je dirais pas tant que c'est pour faire de l'audience, parce qu'on a testé quelque chose qui n'existait pas, le guide touristique en gros, parce que c'est le guide du routard en fait, en audio, sur une vingtaine de minutes. Ça n'existait pas en radio. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est une nouvelle manière aussi d'aller voir les offices du tourisme, d'aller les rencontrer avec autre chose qu'une affiche de la radio et la fréquence, et de leur dire mettez ça dans votre office pour les touristes qui passent dans la région. Ils pourront ainsi écouter un contenu. Et nous, ça nous permet de rentrer auprès de ces organisateurs avec du matériel, quelque chose en dur. L'avantage, comme le dit Cyprien, c'est que c'est aussi un contenu qui est de stock, c'est-à-dire non périssable. Après, l'avantage de ces contenus, c'est aussi qu'on peut dessiner des choses avec. Quand il y a le Tour de France qui a été annoncé d'ailleurs en janvier, et qui aura lieu cet été sur notre antenne, on va sortir une carte du Tour de France avec nos parties. Voilà, on l'illustre. On travaille avec la SNCF, avec le portail de la SNCF. Quand vous vous connectez au Wi-Fi du train, là, vous pouvez directement accéder à ce contenu. Et a priori, quand vous êtes quelqu'un qui prend le train, c'est soit pour une question professionnelle ou alors c'est pour du tourisme et vous pouvez être potentiellement intéressé par ces contenus. Ces contenus, après, on peut aussi les découper sur de plus petits éléments, les distribuer sur les Apple Maps ou les Google Maps. Et puis surtout, on peut les distribuer sur des environnements qu'on ne connaît pas encore. Parce que la particularité des univers numériques et de la distribution du numérique, c'est que c'est un modèle en croissance exponentielle et que le contenu qu'on fabrique aujourd'hui, on ne sait pas où il sera diffusé demain. Marie, merci d'être là. Alors pareil, il faut appuyer sur le bouton, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai une question un peu... Pourquoi Radio Grenouille ? Alors pourquoi Radio Grenouille J'imagine que je ne suis pas le seul à me poser cette question. C'est une histoire qui date du fondateur, au moment de la libération des ondes en 81, qui a décidé que nous serions les grenouilles qui croissent autour des châteaux pour empêcher les rois de dormir. Donc il y a quand même une philosophie un peu révolutionnaire derrière. En tout cas, on était une radio pirate qui est devenue une radio indépendante. Et donc forcément, cette idée de pouvoir raconter des histoires qui n'étaient pas racontées ailleurs faisait partie de notre ADN. Où est-ce que vous êtes implanté ? On est implanté à Marseille. Et on a la chance d'être écouté historiquement, puisqu'on est sur le web depuis le début des années 2000, donc d'avoir une écoute francophone assez large. Bon, dites-moi, Marie, à Radio Grenouille, est-ce que la diversification éditoriale est un sujet de conversation en coulisses ? Bien sûr, c'est un sujet de conversation. Moi, je suis arrivée en direction il y a 2 ans. J'arrive d'un label de podcast, de la production de contenu web, vidéo. Donc, je suis arrivée aussi avec ça dans mes bagages. Vous êtes armée. Exactement. Et évidemment, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aller travailler de nouveaux projets avec de nouveaux auditeurs. Chez nous, ça se joue très proche de ce que disaient mes confrères. C'est-à-dire que nous, on a un studio de création. Où spécifiquement dédié à ce genre de diversification. Exactement. Sur lequel on fait du contenu de stock qui est écouté beaucoup plus longtemps que nos ondes et qui est diffusé à notre antenne aussi parce que on estime que finalement avoir du podcast natif ça n'a pas vraiment d'intérêt chez nous. Et à quel moment vous décidez qu'un contenu va aller dans telle direction, alors plutôt hertzienne ou alors va subir c'est le temps de travail qu'il y a derrière. C'est le temps de travail qu'il y a derrière, c'est aussi son adresse, puisque effectivement l'adresse à l'antenne, elle va rester locale. Quand on écoute Radio Grenouille, même si c'est ailleurs, on l'écoute aussi parce qu'on a envie d'écouter Marseille. Et donc c'est aussi à ce moment-là que ça se joue. Est-ce que, in fine, il y a quand même un besoin de commercialiser, peut-être de monétiser ce genre de produit ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que vous l'avez déjà fait, par exemple ? Et est-ce que les auditeurs croissent donc en vous écoutant et en écoutant vos contenus ? Alors nous, on ne monétise pas directement nos contenus. Après là, on a ouvert une salle de spectacle, donc on fait des concerts maintenant filmés. Et donc
on déplace un tout petit peu cette question-là plutôt vers les droits voisins. Comment est-ce qu'on peut aller chercher finalement sur les plateformes aussi du contenu musical. Vous arrivez à le monétiser? Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est curieux. Work in progress. Voilà, c'est pas encore un modèle, mais en tout cas, l'audience est là. Donc, la finalité, elle est quand même de monétiser, de prendre un petit billet sur ce genre de production qui demande, Cyprien le disait tout à l'heure, un temps complètement prototypesque. Oui, après, nous, on travaille aussi beaucoup en partenariat avec des acteurs de la culture au sens large qui viennent coproduire les contenus. Donc, quelque part, il y a un modèle économique quand même. Ouais. Alors, Cyprien, les séries de podcasts qui vont donc, on l'a bien compris, monter en puissance. J'ai vu que la valise RTL aussi était délocalisée dans de nombreuses villes de France, plutôt moyennes. D'ailleurs, vous êtes passé du côté de Brive-la-Gaillarde. Je ne sais pas si... Ouais. On a fait en fait, on a créé une nouvelle valise à l'occasion de Noël. Ouais. Chaque jour, dans une ville de France, était cachée une valise. Donc on a fait mi-chasse au trésor, mi-valise RTL. Mais là, par exemple, ça, c'est pour faire un événement antenne avec une petite appétence tous les matins, mais c'est aussi de la com. Ouais. Mais sauf que ça s'est tellement bien passé que vous allez continuer le concept. Exactement, en faire une autre, une valise dorée, et à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Donc on va mettre des valises dans différentes exploitations agricoles, et il y en aura une avec un gros cadeau dedans qui sera sur le Salon de l'Agriculture, sur le stand RTL. Ouais. Les productions que vous mettez en ligne, vous les mettez où en ligne précisément? Parce que je crois que c'est un sujet de crispation, peut-être de conversation, dirons-nous. Est-ce que vous acceptez qu'elles terminent par exemple sur des plateformes numériques, Spotify, Deezer ou que sais-je encore? On accepte clairement qu'elles soient partout. Ce qui n'est pas le cas de On n'a pas toujours été comme ça. Non, mais en plus, on n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des allers-retours. Enfin, c'est vrai que c'est un truc qui implique des discussions. Ah, c'est un sujet. Et c'est un vrai choix. Et en plus, quand vous mettez de la musique dans vos podcasts, que ce sont des podcasts musicaux, vous pouvez vous faire virer par certaines plateformes aussi. Parce qu'il y a une histoire de droit, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas... Donc voilà, mais on est plutôt sur de la multidistribution. Ouais. On a décidé, en tout cas en ce moment, c'est de la multi et pluridistribution. Avec la longue expérience qui est déjà la vôtre, Cyprien, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'éloigne un peu des fondamentaux de la radio pour aller vers une sorte de terra incognita avec peut-être d'autres règles de production, ou est-ce qu'on garde finalement les ingrédients de ce qui a fait le succès de la radio, mais avec un tour de main, une recette un peu différente parce qu'on vise un autre public? Ah non, pour moi ça reste de la radio, et c'est de la radio amplifiée, quoi. C'est de la radio, c'est un outil de plus pour faire passer des messages par la voix. Ouais. Non, pour moi ça change rien. Yann, sur cette même interrogation, est-ce que vous qui suivez de nombreux projets à Radio France, vous vous inquiétez ou vous vous êtes peut-être posé la question sur cette façon de fabriquer ces contenus qui sont liés à une diversification éditoriale, qui n'ont peut-être pas la même tonalité, peut-être pas aussi la même durée. Je crois enfin vous me corrigez si je me trompe, mais en radio on est plutôt sur des formats ultra courts avec des dates de péremption très très proches, alors que sur ce genre de produit, on va prendre un petit peu plus son temps, on a un petit peu plus de liberté en termes de format, et puis peut-être en termes de liberté de sujet qu'on peut traiter. Le podcast, quand il est arrivé, moi je me souviens parce que j'ai lancé les premiers à Inter, et en particulier les collections enfants, qui ont bien fonctionné. Bien fonctionné, c'est peu de le dire. Hein, oui, qui fonctionnent hyper bien. Ah, ouais. Et moi, ma principale obsession dans le rôle de directeur des programmes, c'est la conquête de nouveaux publics. Voilà, il faut conquérir de nouveaux publics. Quand arrive le podcast, arrivent les plateformes de podcast. Donc avec de nouveaux utilisateurs qui vont voyager sur ces plateformes. A priori, ce sont des gens qui n'écoutent plus la radio, parce que si vous avez remarqué, quand vous allez dans une Fnac ou dans un Darty, aujourd'hui, trouver une radio, c'est pas facile. Il y en a qui sont cachés entre les enceintes de karaoké et les enceintes Bluetooth. Vous pouvez vaguement en trouver une ou deux qui sont relookées vintage, mais c'est très difficile de trouver une radio. Donc, il faut aller chercher les utilisateurs où ils sont. Les utilisateurs, ils sont sur les plateformes, et il faut leur proposer des contenus qui les intéressent. Les jeunes utilisateurs, les enfants, c'était du récit, mais les adultes, c'est du récit. Parce qu'il y a un truc particulier qui reste, c'est que les grands comme les petits, ce qu'ils veulent entendre, c'est 1 des histoires, 2 des histoires, 3 des histoires. Donc ce qu'on a fabriqué, c'est des histoires. Voilà. Ça, c'était le premier temps de la conquête des nouveaux publics avec des contenus digitaux sur les plateformes numériques, je vais dire 2015. Voilà. Aujourd'hui, on est en 2026. Ce qui va se passer demain, c'est différent. Ce qui va se passer demain, c'est que la radio personnalisée, la radio singulière arrive. Elle existe déjà aux États-Unis. Elle avait été tentée par Spotify il y a 5 ans, et ça n'avait pas marché parce qu'il fallait que l'utilisateur utilise ses mains pour rentrer dans le menu et personnaliser sa radio.
ça fonctionnait pas parce que c'était trop compliqué. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et surtout le guidage vocal, type Siri, fabriquer une radio singulière. C'est-à-dire, je prends un exemple rapide. Demain matin, moi, je veux me lever entre 7h et 7h30, je voudrais de la météo parce que je veux savoir comment je me fringue. Je voudrais un contenu marrant pour commencer ma journée. Et après, à partir de 7h30 jusqu'à 8h, je voudrais l'information trafic de ma région. Je voudrais aussi l'information ferroviaire entre Amiens et Paris parce que ma fille prend le train. Et puis, je voudrais des petits contenus d'histoire parce que c'est ma passion du moment. Voilà. Spotify va me paramétrer ça et me faire des propositions. Dans ces propositions, il va peut-être aller chercher un contenu marrant d'RTL. Il va peut-être aller chercher le dernier journal local de ici, parce que nous sommes les seuls à le fournir. Il va sans doute aller chercher un programme d'histoire sur une des stations du paysage français. Il va fournir l'infotrafic du plus pertinent sur le bassin de la région. Là, on va rentrer dans un autre écosystème. Là, c'est là où les choses vont véritablement changer, c'est que il va falloir qu'on apprenne à conjuguer la fabrication d'une antenne linéaire et en même temps qu'on découpe les éléments de manière à ce qu'ils vivent de façon autonome dans des flux qui seront ultra personnalisés. Est-ce que c'est une vision cataclysmique ou plutôt Mais pas du tout, c'est une vision que vous pouvez lire en ce moment, si vous cherchez un peu, ça s'appelle Spotify AI DJ, qui est développé aux États-Unis. En Europe, aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui le développent, ça n'existe pas encore en France à cause de justement des lois concernant les données personnalisées. Mais c'est une barrière que les grands opérateurs comme Spotify, comme Google d'ailleurs avec l'intelligence artificielle, etc., vont réussir à passer. Et on ne retient pas la marée avec ses mains. À un moment, on sait que ça va passer. Donc il faut anticiper d'ores et déjà. Il faut anticiper, il faut se mettre dans la logique de fabriquer une radio linéaire et en même temps de penser à son découpage délinéarisé. Et moi, je pense que c'est vraiment l'avenir de la radio aujourd'hui. On le sait, la radio FM classique, elle vit ces derniers jours. On est en train de lire l'épilogue et puis bientôt, on va ranger le livre sur l'étagère. Voilà. Est-ce que ça te demande de recruter une autre typologie de journalistes, d'animateurs, de producteurs ou de réalisateurs? C'est une vraie question parce que avec ce que vous nous annoncez, Yann, je suis pas loin d'être d'accord avec vous pour tout vous dire. Ça me rassure. Mais avec cette vision, on n'a pas pris encore une fois l'incidence de ces bouleversements tectoniques liés au numérique. Est-ce que ça va être la même chose que quand on s'est pris de ChatGPT il y a 3 ans, alors que personne n'était prêt, et que ça a bouleversé l'écosystème complètement, et que d'un coup, Google s'est mis à courir derrière pour installer son intelligence artificielle parce qu'ils voulaient être les premiers. Avec Gemini, normalement, ils étaient destinés à être les premiers. Un jour, il y a quelqu'un qui va sortir et puis tout le monde va devoir rattraper derrière. Donc, moi, ce que j'anticipe aujourd'hui, c'est la conjugaison de la production des deux flux. Gardez le linéaire parce qu'il y aura toujours des gens, et en particulier parce qu'on a des véhicules, parce qu'on est en France, parce qu'il y a le parc automobile ne s'est pas renouvelé si rapidement qu'on le prédisait il y a quelques années. On disait que voilà, toutes les voitures allaient être équipées de DAB et que le DAB allait pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans la vie des gens. C'est faux. Il y a encore plein de bagnoles avec des vieux postes FM. Il y a encore 5 postes FM en moyenne chez les Français. Donc, pour le DAB, ça va être plus compliqué. C'est le smartphone. C'est le smartphone et la radio personnalisée. Et donc, pour revenir sur les gens, sur qui fait ça, je ne crois pas qu'il faille changer absolument tout le personnel pour fabriquer cette nouvelle offre. Parce que, en gros, on fabrique plus de l'audio qu'on va fabriquer de la radio. C'est ça la vraie différence. Mais ce serait dommage de renoncer à toutes les compétences qui ont été acquises par ces gens qui fabriquent de la radio depuis bien longtemps. Là où on rencontre un problème aujourd'hui, c'est plutôt sur la conscientisation du phénomène. Vous voyez, quand je vous en parle, là, je pense qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui se disent « Ce mec-là, il est en train de faire de la science-fiction, de la futurologie, il est là pour nous faire flipper. » Et la plupart des gens, je pense, je sais pas, levez la main, mais combien dans la salle croient que ce que je dis est faux? Voilà. Bon, ça va, j'ai pas trop de contradictions. C'est un score de République soviétique, ça. Ils ont peur. Non, mais il y a des gens qui ont du mal à concevoir. Et moi, dans les équipes, il y a des gens, quand je leur raconte ça, ils se disent
Ouais, mais moi, je serais plus là, quoi. De toute façon, je serais parti à la retraite. Est-ce que ça va pas perdre un peu, Yann, de sa substance? Il y aura moins d'interaction, alors peut-être. Il y aura moins de place aussi, peut-être certainement à la dérision ou alors aux choses de la vie qui arrivent sur une antenne de radio. On ne sait jamais quand, mais quand elles arrivent, elles donnent ce sentiment qu'on est bien à l'écoute de la radio. Après, il y aura toujours l'actu du matin. Hein, il y aura toujours, tout le monde n'ira pas vers une radio personnalisée, mais après, quelqu'un qui a envie d'écouter son flux FM et qui veut juste avoir le dernier journal local et une chronique écho parce que c'est ça qui l'intéresse. Ça lui suffit, voilà, il a fait le tour. Ça lui suffit, ça peut marcher. En fait, ce que raconte Yann, ça existe déjà. C'est-à-dire que, alors c'est pas automatique et c'est pas aussi puissant. Non mais, je veux dire, on le fait tous. Enfin, je sais pas vous, mais moi je monte dans ma voiture. Il y a les grosses têtes en plein après-midi, j'ai de la route à faire avec mes enfants, ils n'ont pas envie d'écouter les grosses têtes, et ben je vais m'écouter une histoire d'André Dussolier, je vais m'enchaîner des podcasts qui sont issus de l'antenne linéaire d'RTL, mais je les écoute à un autre moment. Et on fait pareil en regardant la télé, on va se faire une série sur Netflix plutôt que de regarder un... C'est vrai. Non mais voilà, c'est exactement la même chose. C'est ça, on automatisera une écoute. Là, alors il y a l'écoute, je suis tout seul dans ma bagnole, je me fais 3 heures de route, je me fais kiffer, je mets du métal et des chroniques d'histoire. Et puis après, le même trajet le lendemain parce que je suis allé chercher ma famille et mes 2 enfants à l'arrière et mon conjoint. Je vais mettre une musique un peu moins agressive et puis je vais mettre des contenus communs pour refaire du commun. Voilà, ça va brasser. En fait, c'est hyper stimulant. Ah oui, c'est une vision peut-être cataclysmique, mais... C'est pas cataclysmique. Ce qui va être très difficile, c'est pour les radios de catégorie B et les radios privées de trouver un modèle économique pour aller là-dessus. Parce que le problème, ça va être comment on pub la radio singulière. Voilà. Marie, vous voyez boire les paroles de Yann et de Cyprien. Je retire l'expression, elle est peut-être un petit peu trop exagérée. Mais vous étiez très attentive. Non, je suis attentive parce que c'est intéressant. Nous, on n'a évidemment pas les mêmes moyens pour fabriquer du contenu que mes collègues. Et du coup, chez nous, on fait déjà presque ça. Dans le sens où nos contenus ils sont édités en playlist sur Spotify et qu'on va chercher des niches d'auditeurs un par un parce qu'on sait qu'en fait on a 3-4 catégories et que sur ces 3-4 catégories ils vont vouloir venir nous chercher sur des enjeux particuliers. Quand vous parlez de catégories, qu'est-ce qui marche le mieux par exemple chez vous ? Quelles sont les thématiques qui marchent le mieux ? Nous, on a une empreinte musicale et culturelle qui est très forte. On n'est pas une radio d'information, on se charge de ça et c'est pas pour ça que les gens nous écoutent. Donc tout s'articule autour de la musique ? Il n'y a pas, par exemple, de true crime, il n'y a pas de thématique actu, de thématique rire, de thématique santé, etc. On a quand même des enjeux de contenu plutôt scientifique, sciences sociales, puisqu'on a beaucoup de partenaires qui viennent fabriquer du contenu avec nous. Ça, c'est votre vocation, c'est votre philosophie de radio associative, quoi. Ouais, après, je pense qu'on le fait chez nous un peu avec un peu plus de force que dans d'autres radios associatives, puisqu'on a du contenu aujourd'hui qui est écouté bien au-delà de notre territoire. Donc, l'équipe de Radio Grenouille a été formée, alertée, interpellée pour décliner un son, un produit vers d'autres supports. Alors oui, tout à fait. Moi, je suis arrivée en consultante à Radio Grenouille au départ et effectivement, ça a été un peu... Il y a eu des freins. Il y a certains qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette petite révolution. Mine de rien, le tableau est alléchant, mais c'est quand même du taf supplémentaire, on est d'accord, hein. Je pense que c'est du taf supplémentaire, mais c'est aussi se rapprocher de plus en plus de leur propre pratique. C'est-à-dire que moi, c'est aussi se dire, dans une équipe, il y en a qui écoutent du podcast, il y en a qui regardent du YouTube en l'écoutant, etc. Et donc leur dire, mais ce que tu fais le soir chez toi ou le week-end, il faut qu'on ait à l'antenne, parce que sinon, il y a une dissonance réelle. Et les partenaires, vos partenaires institutionnels, publics, les partenaires culturels autour de Marseille sont sensibles à ces nouvelles déclinaisons, à cette diversification ? Ils sont très sensibles à ça. Ils ont internalisé pour la plupart des postes de communication, puis ils ont été chercher des agences de communication pour le faire. Et donc maintenant, de pouvoir revenir avec un acteur fidèle, qu'un acteur médiatique, qui va leur faire une proposition éditoriale qui sera singulière. Ça leur fait du bien. Et Marie, quand je dis est-ce qu'ils sont sensibles à ça, c'est que sous-jacent, vous avez compris, est-ce qu'ils mettent un billet sur ils mettent un billet travaux de plus en plus. On arrive à leur faire comprendre en fait qu'il faut qu'ils rajoutent un billet supplémentaire ou qu'ils le travaillent différemment. Aussi en leur disant en fait, nous ce qu'on a envie c'est de faire des projets avec vous qui ont de l'impact. Donc vous pouvez nous faire la même commande que vous nous faisiez il y a 10 ans, mais ça ne viendra pas toucher les publics et ça n'a pas de sens. Cyprien, comme je disais, le tableau a l'air alléchant.
alléchant, mais est-ce qu'on peut rencontrer des freins, des obstacles inhérents, récurrents à ce genre de diversification? Quelle est la ligne jaune ou rouge à ne pas franchir, quoi? L'obstacle numéro un, c'est ce que disait Yann tout à l'heure sur la radio singulière, c'est que je ne sais pas comment on va faire pour puber la personne qui se prendra un petit coup d'RTL mélangé à un petit coup d'ici et voilà. Ouais. Franchement, effectivement, Il y aura bien un outil, il y aura bien je l'ai un pas, type mais qui va créer voilà. un outil. Ouais. Et après, aujourd'hui, dans la diversification, de toute façon, on peut plus penser, d'un point de vue économique, je parle, on peut plus penser une nouvelle émission qu'on va mettre à l'antenne en linéaire sans penser à une déclinaison podcast, et on peut plus penser à la création d'un podcast sans se dire qu'est-ce que ça rendrait. Est-ce que potentiellement on pourrait le mettre en linéaire pendant une autre période, une période non sondée ou l'année prochaine. Donc de toute façon, tous les produits nouveaux qu'on met à l'antenne aujourd'hui, on les réfléchit comme ça. Ouais. Et tous les produits podcasts qu'on met à l'antenne, enfin qu'on met sur le catalogue aujourd'hui, on les pense comme ça aussi. Ouais. En se disant c'est une nécessité dans le cadre de notre survie. Hein. Ne serait-ce que pour l'équilibre économique de la radio. On est obligé. On ne peut pas faire un truc à perte. Yann Chouquet, on a surtout parlé du podcast Partir, qui est un peu votre bébé, on l'a compris. Mais est-ce qu'il y a d'autres diversifications? Est-ce que vous travaillez par exemple actuellement, pour le réseau ici notamment, sur d'autres diversifications potentiel, possible? Il y en a une qui est majeure, c'est les articles. Ouais. Nous, aujourd'hui... vous faites bien de le rappeler, ça personne, le monde de la radio ne vous voyez, aujourd'hui, on a 15 millions de visiteurs uniques par mois. Ouais. 15 millions de visiteurs uniques par mois. Là, le mois prochain, on va battre notre record ever de nombre d'articles lus. Ouais. C'est le plus gros moment, c'était pendant le Covid. Et je crois c'était, Alice, 70 millions à ce moment-là. Et là, on va le battre largement. Vous voyez, ça nous place à un niveau, avec les 44 radios locales et les journalistes qui fabriquent des papiers tous les matins, ça nous place au même niveau que le monde en termes d'audience numérique. Ça, c'est énorme. Et nous, ce qu'on veut faire avec ces articles, avec cette puissance numérique, aujourd'hui, on couvre 85% des territoires en hertzien. Ce qu'on veut faire à terme, c'est couvrir 100% du territoire en numérique. Voilà, 100% du territoire en numérique. Donc, on devient un acteur numérique local. Et ici, c'est pas seulement une radio. Et je vais même dire que ici, c'est une radio. Mais dans l'avenir, ici, ce sera surtout le réflexe info local dans ta poche. Voilà, c'est ça l'avenir, en fait. Ouais. L'avenir, c'est de devenir un site de destination. Vous voyez, un site de destination. Quand vous voulez acheter quelque chose d'occasion, une poussette, un vélo pour votre gamin ou un lave-vaisselle, autour de chez vous, vous allez sur le Bon Coin et vous ne posez pas la question. Vous allez sur le Bon Coin parce que c'est devenu un site de destination. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est devenir le site de destination de l'information locale. Alors, il va falloir passer une barre très, très importante. Encore une fois, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le moteur de recherche de Google. Qui va vous permettre d'augmenter? Non, qui va nous défoncer le modèle, normalement. Parce que, je vous explique, aujourd'hui, si vous cherchez sur Google, en France, une information sur naufrage Calais migrants, parce que vous avez entendu qu'il y avait un naufrage de migrants à Calais. Ouais. Vous tapez naufrage Calais migrants dans le moteur de recherche de Google. Et là, vous avez Le Figaro, Libération, ici, vous avez les principaux sites qui ont traité, qui ont fait des papiers. Vous choisissez celui qui vous plaît, celui qui correspond à votre goût en tant que lecteur. Vous cliquez, vous lisez. Vous prenez un provider allemand. Vous vous mettez sur le Google allemand. Ouais. Voilà. Vous faites migrants, Calais, naufrage. Là, vous avez une synthèse générée par l'intelligence artificielle de Google qui aura fait un petit compacté de Libération, du Monde et de ici, en tout cas des principaux sites qui auront fourni l'information. Ce qui fait que là, l'utilisateur, il ne va même plus aller regarder sur l'article qui a été fabriqué, il va se contenter de lire la synthèse générée par l'intelligence artificielle par Google. Donc il faut passer ce que veut faire Google, c'est retenir l'utilisateur dans son écosystème, de manière à ce qu'il n'en sorte pas. Ouais. Et dans ces cas-là, il n'en sort pas. Et donc dans ces cas-là, il peut puber, etc., etc. C'est un autre modèle publicitaire. Ce que je vous raconte là, je suis désolé de tous vous faire flipper ce midi, mais... moi, je trouve ça très stimulant, mais... C'est un changement de monde. À côté des fake news, ce qu'on a vécu depuis 10 ans, c'est rien. Parce que là,
Google, à travers cette intelligence artificielle, va remâcher les contenus, mais quand il va les avoir remâchés, vous voyez ce que ça donne quand vous offrez un paquet de pâte à modeler neuf à des enfants. Au départ, vous avez des couleurs, vous avez 7 couleurs. À la fin de la journée, les couleurs, déjà, elles ne ressemblent plus à grand-chose. Et quand vous passez le lendemain, vous avez une espèce de bouillasse marronasse, où il n'y a plus une seule couleur qui est lisible. On peut encore faire des formes, mais on ne peut plus les faire de couleurs. Eh ben, ça va être la même chose avec les informations numériques. C'est ce qu'on appelle le slop. Vous voyez ? Le slop, c'est ça. C'est de la bouillasse numérique. Et ça, voilà, il y a une personne en France qui s'y est opposée, et d'ailleurs qui est interdit de visite aux États-Unis aujourd'hui. Il s'appelle Thierry Breton. Et Thierry Breton, on ne l'a pas assez écouté. Est-ce qu'il y a une problématique liée à la conversion chez vous ? Avec 17 millions, par exemple, d'internautes sur le site ici, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas comment récupérer ces 17 millions de visiteurs uniques en les transformant en auditeurs magiques pour qu'ils puissent peser sur les prochaines audiences ? Ça ne convertit pas. Voilà, alors, oui, je voulais vous entendre dire ça. Ça ne convertit pas ? Alors, est-ce qu'il y a une solution pratico-pratique pour convertir ce qui est énorme, 17 millions de visiteurs uniques ? Vidéo. Faire la vidéo. Celui qui lit, il peut regarder. Mais celui qui lit, de là à ce qu'il aille. Écouter un journal. Ouais. Alors, après, ce qu'on peut faire, c'est comme tout. Hein. On va balancer dans les 15 millions de visiteurs uniques. Il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs. À un moment, à force de lire les articles, on sait très bien qu'à un moment, quand ils vont prendre une bagnole de location, ou si par hasard, ils retrouvent une radio chez eux, ça va faire tilt. Et ils vont se dire, ah tiens, ça j'ai l'habitude, j'aime bien, je le fais. C'est exactement comme quand on a fabriqué les podcasts pour enfants sur Inter. Il y avait des parents qui n'écoutaient pas. Évidemment, les mômes, ils écoutent toute la journée. Donc évidemment, à un moment, ça imprime, mais on y va, quoi. Et ça, mais tu vois, quand c'est un il vrai dit problème, ça, non ? Mais non, mais quand il dit la vidéo, ça convertit pas non plus. Enfin, moi, je suis pas certain que ça convertisse en termes d'audience aujourd'hui. Je sais pas s'il y a quelqu'un de médiamétrie dans la salle, mais en fait, les audiences médiamétrie, quand elles sont mesurées, sont des gens qui appellent et qui disent qu'est-ce que vous avez écouté comme radio hier. Je suis pas certain que les gens, quand ils regardent une vidéo ou quand ils écoutent un podcast, ont le réflexe de dire en fait, j'ai écouté la radio. Même s'ils regardent un article en podcast, j'ai l'impression que ça commence. Ça commence. Ouais, je pense quand même que c'est une question d'identité de marque et de qu'est-ce qu'elle dégage et de quelque chose qui est homogène entre je me sens bien sur le site, je me sens bien sur les réseaux sociaux et je me sens bien à l'écoute et comment la ligne éditoriale elle réussit à traverser ça. Et moi, à l'inverse, je pense que de chez moi, en tout cas, parce que mes stats web explosent, Médiamétrie à des gens qui répondent « Ah oui, alors qu'ils m'ont vu sur Instagram ». Parce qu'il y a des trucs étranges chez nous, par exemple. Bon, du coup, on raconte nos problématiques, mais le premier podcast de France natif et tout confondu, ça reste Les Grosses Têtes. Ils ont battu leur record le mois dernier en termes de podcast, et pourtant, sur le dernier déclaratif Médiamétrie, il y avait une forte baisse des Grosses Têtes. Et peut-être parce qu'il y a justement une conversion de l'audience. Et une étrange progression de Guillaume Play. Aussi. Non, mais... Qui est surpondéré. D'un seul coup, comme ça, c'est surpondéré. Ouais, mais alors, y a-t-il quelqu'un de Médiamétrie ? Il est là-haut. Mais ce qui est intéressant dans votre cas marseillais, cher Marie, c'est que les potentialités sont énormissimes pour vous. Est-ce que vous pouvez convaincre un potentiel auditeur qui habite à Lens, Brest, Biarritz ou pire, à Tulle ? Pierre à Tulle, à Montréal, j'ai envie de dire plus encore, puisque j'étais à Montréal l'année dernière et que j'étais très surprise du niveau de connaissance de Radio Grenouille à Montréal. Je rigolais tout à l'heure avec Médiamétrie en leur disant, moi en fait je touche aujourd'hui la Belgique, la Suisse, le Canada, le Maghreb, j'ai besoin d'avoir une meilleure connaissance. Donc à une condition, et impérative obligatoire, c'est de bien garder son édito en ligne de mire, c'est de pas trop déborder. Oui, et c'est aussi de savoir qu'est-ce que je vais mettre. De tenir la promesse, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre sur mon site. C'est-à-dire que sur mon site, moi j'ai plus intérêt à me développer en dehors de mon territoire. L'inverse de ici qui disait tout à l'heure, je vais chercher de l'info locale. Au contraire, moi je vais chercher de l'émergence artistique à Radio Grenouille et donc j'ai besoin d'avoir une connaissance plus large. Alors, vous lisez pas dans le mar de café, j'imagine, mais est-ce que ça va changer
changer le modèle dans les 5, 10, 15, 20 ans? Est-ce que selon vous, Yann l'a très bien expliqué, il a livré une version très personnelle, mais j'imagine que beaucoup ici la partagent. Est-ce que selon vous, ça va changer le modèle? Ça va peut-être le bousculer, ça va faire des bioles et il y aura peut-être des victimes. Moi, je pense que le modèle, il va évidemment changer. Il est en train de changer. Ce que disait Yann, c'est à peu près ce qu'on imagine. En revanche, je pense qu'on va garder quand même une radio linéaire. Enfin, pour le coup, là, je crois pas du tout en la disparition de la radio linéaire et la puissance de l'antenne. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les grosses têtes, ça reste le premier podcast de France. Ouais. Voilà. Quand on regarde les stats podcast, même si elles ont des défauts et elles peuvent être surprenantes parfois, nous, on a quand même nos hits parmi les 10 meilleurs podcasts. Ça reste des émissions linéaires qui sont déclinées en podcast. Donc, il y a une puissance du linéaire qui va quand même, je pense, rester un bon moment. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'on soit à la retraite. Vous préparez quelque chose pour le printemps, l'été prochain? En linéaire ou en... on réfléchit à une grille, oui, on travaille, on va faire des ajustements. Mais regardez s'il je vous attentif, dirai rien. regardez. Je vous dirai rien. Non, mais là, on lance de nouveaux podcasts en préparation, effectivement. Mais pour l'été, vous allez faire une série, j'imagine. Et pour l'été, on va faire une grille d'été déjà, donc on va carrément changer toute la grille. Et en podcast, vous allez faire quelque chose qui va être emblématique de l'été sur RTL? C'est possible, on y travaille. Non, mais oui, effectivement, on aimerait bien faire quelque chose un peu plus évasion. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. On est dessus. Ouais, j'imagine. Bon, Marie, mais je dévoilerai pas de secret industriel. J'ai bien essayé, mais bon, voilà, parce qu'on m'aurait reproché de ne pas avoir posé la question, mais je notais que Yann était super attentif aux réponses que vous auriez pu... Il est toujours attentif à ce qu'on fait, Yann, c'est sa grande force. Il est très fort. Bon, Marie, vous préparez vous aussi... Tout à fait. On partage avec le ministère de la Culture la saison Méditerranée, donc on sera diffusé dans des radios partenaires au Maghreb, et voilà, c'est aussi se dire qu'on peut être au-delà de notre propre territoire pour envoyer nos ondes. Et bien qu'on ait beaucoup parlé de diversification, j'imagine que le linéaire pour vous reste une passion. Oui, alors pour nous ça fait partie de notre ADN. L'enjeu c'est de trouver les enjeux de la chaîne de production au sens un peu large. Après moi je suis aussi très rassurée parce que je vois que la part du live stream aujourd'hui est très grande et donc ça veut dire que les gens sont aussi capables de regarder des contenus longs et ça on sait le faire chez nous et donc en fait, les usages numériques sont des boucles et reviennent parfois à des usages qui sont aussi des usages assez classiques. Avant de vous remercier, Marie, juste 20 secondes, c'est vraiment une parenthèse dans la parenthèse, mais le FSER, vous suivez le dossier, ça vous inquiète, vos députés vous ont fait remonter des infos, le problème est réglé, on l'a mis sous le boisseau, sous le tapis, il se passe quoi? Alors dans le dernier vote du 49.3, normalement tout va bien, sauf s'il y a une mention de censure, tout devrait aller tranquillement pour nous. Après c'est plutôt nous qui avons prévenu nos députés et été vigilants auprès d'eux de la fragilité dans laquelle ça pourrait nous mettre. Voilà, et je tiens à saluer les locales qui ont fait ce gros travail aujourd'hui d'ingénierie et de montrer aussi la place qu'on a tant en termes d'employés que en termes d'audience en France tout de même. Ça ne vous aura pas échappé, vous avez vu que les radios de catégorie B, elles sont 128 ou 129 en France, sont aussi montées au créneau. C'était assez surprenant pour défendre votre fonds de soutien. Voilà. En fait, je pense qu'on travaille ensemble. Moi, je suis aussi gestionnaire d'une antenne DAB+, et donc j'ai des éditeurs commerciaux chez moi, et donc on a tous besoin les uns des autres pour que les usages y continuent. Ok, merci d'être venu, c'est vraiment sympa. Merci à vous. Merci. Yann, vous voulez donner 2-3 indices des gros projets en termes de diversification? Cyprien Sini, il est là, il est tout ouïe. Non, je rebondis sur le fait qu'il faut des radios associatives, il faut des radios de catégorie B. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'ai commencé dans les radios associatives et c'est génial parce qu'il y a moins de formats, parce que voilà, c'est une liberté artistique, quoi. C'est la radio et l'artistique qui est mélangée. Donc ça, c'est vraiment il y a plein de créations. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une bande FM excitante. Il faut que RTL soit se porte bien, soit dans la compétition pour que y ait un esprit d'innovation. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait qu'un acteur à la fin. Il faut plein d'acteurs. Il faut que le média se porte bien, il faut que le média crée, il faut que le média innove. Voilà, c'est pour que la radio, dans sa forme linéaire un peu plus traditionnelle, continue à être excitante, il faut de nombreux acteurs qui la rénovent et qui innovent en permanence. Ça, c'est essentiel. Et nous, parce qu'on
ce qu'on recherche aujourd'hui, ce qu'on propose, on n'en a pas parlé là, mais YouTube va devenir hyper important. Ouais. Alors qu'il y a quelques mois, tout le monde disait c'est une bête maudite, c'est la dernière invention du diable, on ne va surtout pas utiliser YouTube, qu'on voyait comme un super concurrent. Ouais. Super prédateur, moi, ouais, quand j'ai commencé à voir ça. la directrice de YouTube qui était présente, invitée d'honneur au FIPADOC pour la télévision, je me suis dit que bon, là, il y avait quand même un petit changement de paradigme. Vous avez vu la BBC, ils ont signé un accord il y a quelques jours pour diffuser de nombreux flux tant TV que radio sur YouTube. Bien sûr, bien sûr. Et aux États-Unis, YouTube est devenu le principal canal de diffusion médiatique. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort que la télévision, beaucoup plus fort que tout. Et nous, on va vivre une révolution dans les mois qui viennent. Et elle est liée à un grand événement qui va avoir lieu cet été. Cette fois, c'est pas le Tour de France, mais c'est la Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Parce qu'à partir du moment où il y a la Coupe du Monde, les Français vont renouveler leur téléviseur. Ouais. Et quand ils renouvellent leur téléviseur, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont acheter un nouveau téléviseur. Et sur ces téléviseurs, avant, il y avait une touche qui était déjà nouvelle, qui était sympa, qui s'appelait Netflix et Amazon. Et là, il va y avoir une nouvelle touche. Cette touche, elle va s'appeler YouTube. Et quand vous avez une nouvelle touche sur la télécommande, un moment ou un autre, vous appuyez dessus. Et quand vous appuyez dessus, là, vous dites « Ah, magique, une nouvelle offre !» Et les utilisateurs classiques de télévision vont se dire disons, c'est marrant, tous ces petits jeunes, j'en connais pas un. Et alors, nous, il faut qu'on y soit. Ouais. Et nous, on y est, avec Valérie Damido, avec qui on fabrique vous avez lancé une chaîne, un podcast. Il y a plein de stations d'ici qui ont lancé des chaînes en partenariat PSG, avec les clubs de foot. On a fait l'ASE, la Saint-Etienne. Ouais, Saint-Etienne, PSG, Marseille, Rennes. Et, c'est bien de marquer votre territoire comme ça sur le oui, sur le sport. Parce que là, vous manque Limoges, le CSP, Brive, mais ce qui est top 14. mais il y a plein de choses à faire. Ce qui est intéressant avec le sport, pour le coup, c'est que là, on touche les gens localement, mais on touche surtout les expatriés. Parce que on peut partir à l'autre bout du monde, on veut toujours savoir ce que fait son club. Ouais. Voilà, il y a un rapport kilomètre-cœur qui, pour une fois, est coupé. Ouais. Pour une fois. Habituellement, le kilomètre-cœur, voilà, c'est dans les drames, c'est la courte distance. Mais là, avec le sport, c'est de la longue distance. Et puis après, il y a tout simplement aussi l'édition. Vous voyez, avec le podcast Partir, on va éditer un gros bouquin de toutes nos destinations, avec une retranscription littérale et photographique du matériel qui aura été tourné par les journalistes qui ont fait ces programmes à l'automne. Et ça, c'est une autre manière d'être en diversification avec quelque chose de beaucoup plus classique, mais c'est d'être sur les têtes de gondole des centres Cultura ou Leclerc à l'automne pour que la marque existe. Parce que, voilà, moi, d'autant plus que les autres du paysage médiatique, nous, on a un enjeu de notoriété. Et ayant changé de marque, passer de France Bleu à ici, il faut qu'on réexplique qui on est. Quoi. Mes seigneurs, les temps qui arrivent s'annoncent très stimulants à observer ou à créer, à vous de voir. Yann, merci. Marie, bon retour à Marseille. Cyprien, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir. C'était la première fois. Hein. Tout à fait. Ouais. Et merci, une salve d'applaudissements pour ces trois personnes. Merci beaucoup, merci pour eux.